32 début, 128 quand arrêt. Je laisse tomber ma plume, vite l'écran s'allume. Je rentre la disquette, il l'avale d'une traite. Mon cerveau résonne, l'ordinateur besonne. C'est un mariage de raison. 32 début, 128 quand arrêt. Savez-vous, Lise, qu'aujourd'hui, nous voyons nos 2 dernières instructions en Basic? Déjà? Nous avons fait de grands progrès depuis le début, vous savez. Comme ça, François, je vais bientôt être diplômée. Bientôt, mais ce n'est pas encore fait. Il nous reste encore des choses à apprendre. Nous franchissons un palier très important aujourd'hui. Alors, je vous demanderai, Lise, d'être très attentive. Il faut pas me décourager avant de commencer. Qu'est-ce que je tape? Rien. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà tapé 2 programmes pour vous. Et je veux que vous preniez le temps d'y jeter un coup d'œil. C'est le traitement de faveur aujourd'hui. Voici le premier programme. Regardez-le bien. C'est une série d'instructions input, où on demande d'entrer des notes d'examen. Et ensuite? On définit une variable t qui semble être le total de toutes les notes. Et puis? On donne une autre variable m, qui est le total divisé par 7. C'est bien ça. Et qu'est-ce qu'on fait après? On efface le tout, puis on affiche le total et la moyenne. Mais il n'y a absolument rien de nouveau, François. Faites-moi confiance. On l'exécute? Volontiers. Run. Vous voulez que j'entre une note, n'importe laquelle? Non, prenez cette liste ici. Voilà. Bon. 72, 77, 64, 81. Il y en a combien comme ça? 7. 68, 89 et 74. Voilà. Le total et la moyenne. Je n'ai encore rien vu de neuf. Ça s'en vient. Passons au 2e programme maintenant. Tiens. Ce programme, Lise, a la même fonction que le premier, mais il est beaucoup plus simple. Mais cette fois, il y a une instruction que je ne connais pas au tout début. C'est DIM, notre première instruction au programme aujourd'hui. Il y a une boucle, un print, un seul input, et encore la variable t et la variable m. Et le reste est identique au premier programme. Avez-vous envie de l'exécuter? Vous êtes certain que ça va donner le même résultat? À part la fin, les instructions ne sont pas du tout les mêmes. Vous ne vous seriez pas trompé par hasard? Essayez donc. Oui, vous aviez peut-être raison. Je vais reprendre les mêmes notes. 72. Voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit? 77. Oui, mais attendez, laissez-moi me rendre jusqu'à la fin, au moins, là. 64, 81, 68, 89 et 74. Ça parle au diable. Ce programme s'arrête aussi après 7 notes et affiche les mêmes résultats. Et pourtant, il est beaucoup plus simple. Hein? C'est vendu. Mais voulez-vous m'expliquer, François, la nouvelle instruction? L'instruction DIM signifie dimension et annonce la création d'un tableau. Elle doit toujours être suivie du nom du tableau, identifié par une variable. Puis des dimensions du tableau, celle-ci s'exprime par une variable ou une valeur numérique placée entre parenthèses. Lorsqu'un tableau n'a qu'une dimension, on dit que c'est une liste, il est alors linéaire. Un tableau peut aussi avoir 2 dimensions. Dans cet exemple, DIM demande encore une fois la création d'un tableau dont le nom est S. Les chiffres entre parenthèses indiquent que le tableau S doit se composer de 3 lignes et de 7 colonnes. Cet espace à 2 dimensions pourra servir à stocker et utiliser des données très simplement, par exemple emmagasiner et observer les notes de plusieurs étudiants. Qu'est-ce qu'on fait, François, pour remplir un tableau progressivement dans un programme? On se sert de l'instruction For to Next, comme dans le programme que je vous ai montré tout à l'heure. Est-ce que je peux le revoir? Bien, certainement, Lise. Tenez, j'ai fait imprimer les 2 programmes pour que nous puissions mieux les comparer. Ce n'est pas que le programme B est tellement plus court,
Mais il semble bien moins compliqué à écrire. Ouais. À part ça, Lise, nous avons seulement 7 notes d'examen à entrer ici. Vous voyez? Mais imaginez si nous en avions 100, par exemple. Oh, avec le programme A, il faudrait écrire 100 lignes d'input? Tandis qu'avec le programme B, il suffirait de mettre 3 petites corrections. Sans blague. Eh oui. Il faudrait seulement remplacer le 7 par un 100. Vous voyez? Juste ici. Pour modifier la dimension du tableau. Oui, et puis là. Pour faire exécuter la boucle 100 fois. Et finalement, ici. Vous voyez? Bien sûr. Pour faire diviser le total par 100. Il y a toute une différence, n'est-ce pas, entre faire 3 corrections et écrire 100 lignes d'input. C'est beaucoup plus avantageux. Mais François, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans le programme B. Et quoi donc, Lise? Le X entre parenthèses aux lignes 50 et 60. Oui. Voyez-vous, quand le micro-ordinateur va arriver à la ligne 50, il va afficher un signe d'interrogation et attendre une note. Parce que c'est une instruction input. Mais pourquoi le X? Parce que nous travaillons avec un tableau de 7 cases et qu'il faut indiquer dans quelle case placer la note que nous entrons. Ah, je comprends. Le X change à chaque tour de boucle. Et la ligne suivante? C'est la ligne où on calcule le total. Et encore une fois, si on ne le dit pas, le micro-ordinateur ne saura pas à quelle case on est rendu. Ah oui, oui, oui. Il doit savoir laquelle des notes additionner. Ça va? Oui, je pense que le reste est très clair. Bon. Est-ce que c'est trop vous demander que de passer à la dernière instruction tout de suite? Bon, pas du tout. Bon. Êtes-vous prête à taper un tout petit programme? Certainement. Attendez que je tape d'abord New et Home. Il y a trop de choses là-dessus. Là. Home. Voilà. Bon, alors, comme d'habitude, 10, Home, 20, lettres, A, dollars, égale, guillemets, octogiciel, guillemets. Ensuite, 30, print, MID, dollars, parenthèse, A, dollars, virgule 3, virgule 5. pas trop vite. Fermez la parenthèse. Mid, c'est elle, notre petite dernière. Il ne reste qu'une ligne, Lise. 40, end. Je suis bien curieuse de voir ce que nous allons faire avec un programme de 2 lignes, en fait. Eh bien, rien de mieux que d'essayer, n'est-ce pas? Run, Toji. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une partie du mot octogiciel. Ah, mais oui. Je parie que mid veut dire milieu. C'est exact. L'instruction mid sert à isoler un groupe de caractères dans un mot. Le milieu du mot. Pas nécessairement, Lise. Décortiquons notre exemple, d'accord? D'abord, le signe dollar indique que le traitement s'applique à des caractères. Est-ce que mid s'emploie sans le signe dollar? Non. Le signe dollar fait partie de l'instruction. Donc, l'instruction, c'est mid dollar et non pas mid tout court. C'est exact. À part le signe dollar, mid est toujours suivi d'une parenthèse dans laquelle on met, d'abord, la variable qui désigne le mot à traiter. Ici, le A dollar représente le mot octogiciel que nous avons au préalable affecté à la variable A dollar. Ensuite, toujours à l'intérieur de la parenthèse, le premier chiffre indique la position de la première lettre de la chaîne de caractères à isoler. Ici, le 3 désigne la troisième lettre du mot octogiciel, c'est-à-dire T. Et enfin, le dernier chiffre indique le nombre de lettres à isoler. 5 lettres à partir du T, ce qui donne To, J. Il est important que les informations qui se trouvent dans la parenthèse soient toujours séparées par des virgules. Mais il est permis de ne pas indiquer le nombre de lettres à isoler. Dans ce cas, le micro-ordinateur réagit en isolant tous les caractères qui suivent la première lettre donnée jusqu'à la fin du mot. Dites donc, François, je la trouve très amusante, votre instruction. Mais à quoi est-ce qu'elle peut me servir? Mid dollar est une instruction très utile, Lise. Est-ce que vous auriez un exemple sérieux à me donner? Sérieux? Si. Dans un questionnaire, vous demandez à un élève, par exemple, qui a composé la flûte enchantée. Et il pourrait vous répondre Mozart ou Wolfgang Mozart Ou Wolfgang Amadeus Mozart. Je pense que je vois où vous voulez en venir. Bon, c'est avec une instruction mid dollar que vous pourriez demander au micro-ordinateur d'accepter n'importe laquelle de ces 3 réponses, pourvu que le mot Mozart y soit.
Et je suppose que les logiciels de gestion de fichiers sont aussi construits avec des $1000. Oui, Lise, vous avez compris. Les fonctions de recherche des logiciels de gestion de fichiers comprennent des instructions $1000. Pour être plus souple. C'est ça. Alors, Lise, c'était notre dernière instruction. Quand j'aurai assimilé tout ça, je serai programmeur en BASIC. N'exagérons rien. Disons que vous connaîtrez les instructions de base du langage BASIC. Et où est-ce que j'apprendrai les autres? Dans une banque d'exercices que je vous ai préparée et que vous ferez vous-même. Et ensuite, je pourrai vraiment faire de la programmation. Pas tout à fait encore, Lise. Vous saurez comment codifier un programme en BASIC. Et ça ne suffit pas pour être programmeur. Non. La programmation, en fait, comporte 5 grandes étapes. Il faut d'abord définir le problème à résoudre, c'est-à-dire le préciser et l'énoncer clairement. Puis, il faut concevoir une solution informatique au problème, c'est-à-dire imaginer une façon de procéder. Et c'est seulement ensuite qu'on a recours à un langage informatique pour codifier la solution imaginée. Ouais, ça fait seulement 3 étapes, ça, François. Je n'ai pas terminé non plus. Une fois le programme écrit, il faut l'essayer, l'améliorer et corriger les erreurs. Et finalement, monter un dossier documentaire sur tout le cheminement suivi pour pouvoir, plus tard, réviser le programme sans difficulté. Et tout ce que nous avons vu jusqu'à présent fait partie de la codification. Oui, c'est certainement une étape importante. Mais on ne pourrait pas la réaliser sans d'abord ébaucher une solution. Vous essayez de me dire qu'il ne faut pas négliger l'étape de la conception. Exactement. Est-ce qu'il y a une marche à suivre? Certaines personnes utilisent la méthode algorithmique. Mais avant de vous expliquer ce qu'est un algorithme, j'aimerais vous demander de faire un exercice que vous m'apporterez la prochaine fois, d'accord? Ouh, quel genre d'exercice? Un jeu. Écoutez bien et prenez des notes s'il le faut. Si vous voulez travailler ou vous amuser avec nous, nous allons vous demander de créer un carré magique comme celui-ci. Ce carré est magique parce que la disposition des nombres dans chaque case fait en sorte que leur addition à l'horizontale, à la verticale et même en diagonale donne toujours le même résultat, 15. Notre carré se compose de 9 cases. Nous vous demandons d'en faire un de 25 cases, 5 sur 5. Et c'est maintenant que vous mettez vos aptitudes à l'épreuve. La difficulté consiste à répartir les nombres 1 à 25 dans les 25 cases en veillant à ce que le total de chaque ligne soit égal à 65. À vous de jouer. Faites autant de tentatives qu'il vous plaira, mais n'oubliez pas, vous avez 25 cases et les nombres 1 à 25 à distribuer. N'utilisez pas 2 fois le même nombre. Et que vous additionniez n'importe quelle ligne verticale, horizontale ou diagonale, le total doit toujours donner 65. C'est pas mal plus compliqué qu'un tic-tac-toe, ça, François. J'avoue qu'il y a de quoi s'amuser longtemps. Ouais. Il faut que je trouve une méthode. Ça ne sert à rien d'y aller au hasard. Non. Eh bien, Lise, je vous laisse là-dessus. Nous verrons la solution la prochaine fois. Non, je n'y arriverai pas comme ça. Aujourd'hui, Lise, notre logiciel de communication passe à l'action. Il va faire parler notre micro-ordinateur? Eh oui, à moins que vous ayez changé d'avis. Ou pas du tout. Je veux communiquer avec un autre micro-ordinateur. Mais qu'est-ce que je peux transmettre au juste? Vous pouvez simplement taper un message à l'écran ou encore envoyer des fichiers que vous avez déjà produits avec d'autres logiciels. Donnez-moi un exemple. Vous pouvez transmettre un des documents que vous avez préparés avec votre logiciel de traitement de texte ou bien envoyer votre fichier hacké. Vraiment? Eh oui. Ou encore un tableau provenant de votre chiffrier électronique. Dans ce cas, je vais transmettre mon invitation à un autre club Optimum. C'est possible? Eh oui, parce que le logiciel de traitement de texte que nous avons utilisé pour l'écrire garde les documents en code ASCII. Et tous les logiciels ne le font pas? Pas nécessairement. Dans certains cas, il faut convertir l'information en ASCII avant de la transmettre. Ah bon? Mais c'est une excellente initiative, Lise, vous savez.
L'autre président aura lui aussi une copie de votre lettre sur disquette. Et il pourra la fusionner avec son fichier de nom et adresse. Mhm. Chouette. Ma lettre est sur cette disquette. Est-ce que je l'insère? Un instant, pouvez-vous d'abord me résumer ce que nous avons fait jusqu'à présent pour préparer la transmission? Nous avons établi le protocole. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous avons fixé la vitesse, la parité et le nombre de bits d'arrêt. Très bien. À présent, nos deux micro-ordinateurs peuvent, pour ainsi dire, se mettre sur la même longueur d'onde. Vous aviez mentionné cependant, François, la dernière fois qu'il restait des détails à régler. Oui, nous devons maintenant préciser le mode de communication. Hein, là, je ne vois vraiment pas ce que vous voulez dire. Alors, écoutez-moi bien. Une fois établi le protocole de transmission, il faut indiquer dans quelle direction la communication aura lieu. Car le logiciel doit savoir quel travail accomplir. S'il doit émettre des données, il sera en mode émission. Il saura qu'il doit prendre les renseignements qui se trouvent dans le micro-ordinateur et les acheminer vers le modem qui les transmettra. S'il attend des données, il sera en mode réception. Il veillera alors à acheminer les informations qu'il reçoit du modem vers l'écran, une disquette, une imprimante ou un autre périphérique. Il existe une troisième possibilité, le mode émulation de terminal. Dans ce cas, le micro-ordinateur devient un terminal de l'ordinateur avec lequel il est en communication. Il profite alors de toutes les caractéristiques et de toute la puissance de l'autre. On choisit généralement ce mode lorsqu'on veut utiliser un micro-ordinateur comme poste de travail d'un gros ordinateur. Bon, comme moi, je veux envoyer des informations, je vais me mettre en mode émission. Oui, et le destinataire doit, lui, mettre son micro-ordinateur en mode réception. Ah, c'est vrai. Mais comment faire? C'est simple, téléphonez-lui. Bonne idée. Bonjour, Pierre. Ici Lise. Je vais vous transmettre une lettre par micro-ordinateur. Pouvez-vous vous mettre en mode réception? Oui? Ben, je vous l'envoie tout de suite. C'est ça. Bonjour, Pierre. Je vous rappellerai tantôt. Ce sera fait dans quelques secondes. Bon, alors choisissez maintenant Start Communication dans le menu principal. Voilà. Mais qu'est-ce que je fais pour me mettre en mode émission? Rien. Avec ce type de modem, vous entrez en mode émission quand vous composez un numéro de téléphone. Regardez le message que vous donne le logiciel. Ready to communicate. Là, je peux composer un numéro. Oui, allez-y. Voilà. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit bizarre? C'est la tonalité. Déposez le récepteur là. D'accord. Connected. Vous pouvez maintenant taper un message pour vérifier si le destinataire est prêt. Ah oui? Bon, j'essaie. Bonjour. Êtes-vous là? Regardez. Il vous répond. Oui, j'attends. Mais ça marche. Eh oui. Insérez maintenant votre disquette de travail. Et appuyez sur CTRL et U. Voilà. Le logiciel vous indique maintenant qu'il va charger le fichier. File name. Et il ne vous reste plus qu'à donner le nom du fichier à envoyer. Là, je tape Optimum. C'est bien ça. Le logiciel ira chercher l'information sur la disquette, puis il insérera les codes nécessaires et remettra le tout au modem qui va s'occuper de transmettre votre lettre par ligne téléphonique. Vous aviez raison, François, c'est simple comme bonjour. Eh oui. Le logiciel se charge de tout. Le logiciel de communication, en fait, joue le rôle d'un agent de circulation. Le logiciel de communication dirige la circulation des données entre le micro-ordinateur et le modem et vice-versa. Quand il se trouve dans le micro-ordinateur émetteur, il saisit le message à transmettre à partir de la mémoire ou d'une disquette. Il y insère ensuite des codes permettant de détecter et de corriger au besoin les erreurs de transmission. Puis il les dirige vers le modem qui les amènera à destination. Le logiciel chargé dans le micro-ordinateur récepteur exécute les mêmes tâches en sens inverse.
c'est dans le modem qu'il saisit l'information reçue. Il décode ensuite les données et détecte les erreurs éventuelles, puis les affiche à l'écran, les transfère sur une disquette ou les imprime. Regardez ce que j'ai reçu, François. Un accusé de réception. Eh bien, ainsi, votre lettre a été bien transmise. Je peux recevoir un message même si je suis en mode émission. Oui. Une fois que la communication est établie, vous devenez aussi bien récepteur qu'émetteur. Est-ce que tous les logiciels de communication sont aussi faciles à utiliser? Et certains sont encore plus simples que celui-ci, Lise. Sans blague. Eh oui. Tout en étant aussi efficace? Vous savez, les capacités d'un logiciel de communication dépendent en grande partie du modem avec lequel il fonctionne. Le modem et le logiciel ne vont pas l'un sans l'autre. Ils forment un tandem, si je comprends bien. C'est exact. Vous avez là un modem à coupleur acoustique. Ce type de modem s'utilise avec le combiné téléphonique et peut généralement émettre et recevoir de l'information à une vitesse de 300 baux. Et lesquels fonctionnent plus vite? Les modems à branchement direct. Regardez. C'est ceux qui se branchent directement dans la prise du téléphone, qui peuvent aller à 1200 baux. Ils sont moins sensibles aux interférences dans la transmission des signaux téléphoniques et peuvent donc aller plus vite. C'est pas bête, ça. Certains de ces modems sont même dits intelligents. Ah, là, François, ne venez pas me dire qu'il parle comme vous et moi, je ne vous croirai pas. Bon, quand même pas, Lise, mais ils peuvent répondre seuls à un appel et recevoir une communication sans intervention de l'utilisateur. Dis donc, est-ce qu'il compose aussi tout seul? Certainement. Même qu'avec ces modems, vous pouvez composer le numéro de téléphone à partir du clavier ou d'un fichier du micro-ordinateur. Oh là là, François, arrêtez. Et les logiciels, eux, qu'est-ce qu'ils peuvent offrir de plus? Certains permettent de mettre en mémoire des numéros de téléphone et de faire des appels à partir d'un répertoire téléphonique. Très pratique. Oui. Ceux qui font la réception automatique des appels offrent généralement la possibilité de définir un mot de passe. Heureusement, sinon n'importe qui aurait accès au fichier du micro-ordinateur. Exact, Lise. En fin de compte, la différence entre les divers logiciels est au niveau de la vitesse de transmission et de l'automatisation de certaines opérations. Surtout, oui. Sauf que certains font la conversion en code ASCII et d'autres non. À part ça, tous les logiciels de communication ont la même utilité. Ils jouent tous le même rôle, si c'est ce que vous voulez dire. Parlez-moi donc, François, des possibilités d'utilisation d'un logiciel de communication. Qu'est-ce que je pourrais échanger comme information à part les fichiers que j'ai déjà créés avec d'autres logiciels? Bon. Il y a les réseaux et les banques de données. Les logiciels de communication et les modems permettent de constituer des réseaux. Certains utilisateurs de micro-ordinateurs créent par exemple un babillard électronique ou un tableau d'affichage électronique. Ils laissent des messages, des textes et des programmes de toutes sortes dans un micro-ordinateur central, auquel peuvent accéder tous les membres du réseau. D'autres groupes d'utilisateurs établissent un réseau de courrier électronique. Leurs appareils deviennent alors des boîtes aux lettres reliées par ligne téléphonique à un micro-ordinateur servant de bureau de poste central. Il y a aussi les banques de données. Emmagasinées dans de gros ordinateurs, elles offrent des nouvelles informatisées ou les cotes du marché boursier aux utilisateurs qui s'abonnent à leurs services. Infopuc, c'est une banque d'informations, contrairement à des banques de données qu'on a habituellement, qui sont uniquement des références bibliographiques. Avec Infopuc, on a de l'information textuelle, c'est-à-dire des textes sur différents sujets. C'est à la fois un magazine, une encyclopédie et un système de courrier électronique. Les avantages pour utiliser le service de Dow Jones, c'est simplement que j'ai besoin de faire une mise à jour de mon portefeuille une fois de temps en temps. Donc ça, c'est, je prends les cotations, je demande qu'on me donne les cotations. Et suite à ça, j'établis mon portefeuille, je fais mon rendement. Et même qu'avec le service Dow Jones, je peux avoir tous les graphiques et faire ma propre analyse. Nous avons un mini-réseau d'ornithologues à travers le réseau d'utilisateurs. Nous nous en servons essentiellement pour communiquer nos observations, des phénomènes intéressants sur les oiseaux entre nous. Entre autres, samedi dernier, justement, j'ai appris qu'il y avait un grand-duc à Québec, sur les plaines d'Abraham. C'était très intéressant. Alors, en utilisant le service Dow Jones, ça prend, mon Dieu, 90 secondes, puis j'ai tout de suite mes données. Seulement que c'est peut-être 15 minutes en retard, mais c'est toujours mieux qu'une journée en retard avec les journaux. Et l'autre service qu'on offre, c'est un service de courrier électronique, c'est-à-dire qu'une personne qui
est intéressé à envoyer des textes à une autre personne qui peut se trouver aussi bien au Québec qu'en France, en Suisse ou dans un certain nombre de pays d'où on peut avoir accès à InfoPuc. Ça lui coûte juste quelques sous pour envoyer un texte et quelques sous pour en recevoir. Ça coûte en général moins cher que le courrier normal et c'est beaucoup plus rapide. Ce que ça implique réellement comme frais, c'est simplement un abonnement annuel au service Dow Jones et puis simplement un mot de passe qui, à l'heure actuelle, est 75 $ pour l'avoir. Et bien entendu, c'est temps à la minute pour les cotations. Okay? En termes de conclusion, simplement dire que ça me permet d'avoir, à un moment très précis, la valeur de mon portefeuille, son rendement, et ne pas attendre après un courtier pour savoir exactement quand vendre ou acheter une action ou une option. Ce service coûte 35 $ au niveau de l'adhésion. C'est une fois pour toutes, tant que vivra InfoPuc. Et il doit payer, l'usager doit payer 8 $ comme taux horaire dans la journée, 6 $ comme taux horaire le soir et 4 $ après 23 heures. 32 bits début, 128 K arrêt. Allô? Télécommunication. Je communique, merci télématique. Babillard électronique, transmission, modulation. Courrier électronique. Coupleur acoustique. J'ai mon modem. Clic, 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 variable. Bip, 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 début. Je t'écoute. Dites donc, François, non seulement c'est facile à utiliser, mais c'est bien plus utile que je ne l'imaginais, un logiciel de communication. Ça vous intéresse? Bien sûr. Imaginez tout le temps que ça pourrait me faire gagner. Ne vous emballez quand même pas trop vite, Lise. Réfléchissez. Avez-vous vraiment beaucoup d'informations à échanger avec un autre utilisateur de micro-ordinateur? Je pourrais entrer dans un réseau. Vérifiez auparavant si les informations qui se transmettent vous seront utiles. Il y a aussi les banques de données que je trouve fantastiques en passant, si j'avais su plus tôt. Là encore, Lise, renseignez-vous bien sur la nature des informations auxquelles elles donnent accès et sur le coût d'utilisation de leurs services. Est-ce que ça coûte très cher? Bon, le tarif n'est pas nécessairement très élevé, mais il varie selon la vitesse de votre modem ainsi que la durée et l'heure de la communication. Je vois. Je vous promets de réfléchir à tout ça, François. D'accord, Lise. De quel logiciel allons-nous parler ensuite? J'aimerais garder le suspense jusqu'à notre prochaine rencontre. Dans ce cas, c'est peut-être moi qui vous ferai une surprise. 32 bits, 128 K. Je laisse tomber ma plume, bip, l'écran s'allume. Je rentre la disquette, il avale d'une traite. Mon cerveau résonne, l'ordinateur besogne. C'est un mariage de raison. 32 bits début, 128 K arrêt. Allô? Télécommunication. Je communique, merci télématique. Babillard électronique, transmission, modulation. Courrier électronique. Coupleur acoustique. Début, 128 K arrêt. Je laisse tomber ma plume, bip, l'écran s'allume. Je rentre la disquette, il avale d'une traite. Mon cerveau résonne, l'ordinateur besogne. C'est un mariage de raison. 32 bits début, 128 K arrêt. François, vous ne serez pas très fier de moi. Ah non? Et pourquoi, Lise? Je n'ai pas réussi à remplir le carré magique. C'est tout à fait normal, Lise, voyons. Ah, c'était une attrape, peut-être? Pas du tout. Mais c'était très difficile à résoudre à la main comme ça, sans méthode. Phew! Vous allez peut-être me donner la solution? Bien sûr. Voici comment il faut faire. Tracez un tableau de 5 lignes et 5 colonnes. Imaginez maintenant que ce tableau est circulaire. C'est-à-dire que la première colonne de gauche
suit la dernière colonne de droite et que la dernière ligne du bas suit la première ligne du haut. En fait, une fois arrivé à la première ligne, vous redescendez à la dernière. Et quand vous atteignez la dernière colonne, vous revenez à la première. Commencez par indiquer le nombre 1 dans la case de la première ligne, colonne du centre. Remplissez ensuite toutes les autres cases de la façon suivante. Placez le nombre qui suit 2, une ligne avant et une colonne après le nombre. N'oubliez pas que le tableau est circulaire, la ligne avant la première est celle du bas. Procédez de la même façon pour tous les nombres jusqu'à ce que le carré soit rempli. Une ligne avant et une colonne après. Une ligne avant, une colonne après. Une ligne avant, une colonne après. Une ligne au haut. Quand la case est déjà remplie, il faut procéder autrement. Placez alors le nombre 2 lignes au-dessous de la case occupée et dans la colonne juste à gauche. Continuez normalement. Une ligne avant, une colonne après. Oh, encore un conflit. Donc, nous avons dit 2 lignes plus bas et une colonne à gauche, et vous repartez. En respectant bien les directives, vous remplirez les 25 cases et arriverez à ce résultat. Et en suivant ces instructions, Lise, vous pouvez faire des carrés magiques de 49, 81 ou 121 cases. Pourquoi seulement des nombres impairs? Parce qu'avec un nombre pair de cases, il faudrait trouver une méthode différente. En tout cas, j'aurais cherché longtemps sans méthode. C'est exactement ce que je voulais vous entendre dire. Ce qui m'amène à vous parler de l'étape conception. Qu'est-ce qu'on fait au juste à cette étape, François? On étudie le problème et on élabore une solution, mais sans employer un langage informatique. Et c'est seulement après qu'on met cette solution dans un langage comme le BASIC? Eh oui. Ah, il est vraiment nécessaire de toujours faire la conception d'un programme avant? Tout dépend de l'ampleur du programme à écrire. Mais lorsque vous avez un problème informatique de bonne envergure, il est important de prendre le temps de mettre une solution sur papier avant de vous lancer au clavier. Et de codifier la première idée qui vous vient en tête. Il y a souvent plusieurs façons de solutionner un problème informatique. Chaque programmeur, d'ailleurs, doit avoir son style, ses manies. Bien sûr, Lise. Et la conception est probablement l'étape qui fait le plus appel à l'imagination, à l'esprit créatif du programmeur. Elle doit souvent dépendre de l'inspiration du moment, non? Méfiez-vous, Lise. C'est une étape de création, mais elle nécessite aussi l'utilisation d'une méthode de travail. François, est-ce que vous en avez une à me proposer? Oui, la méthode algorithmique. Qu'est-ce que c'est déjà un algorithme? Algorithme, c'est un mot que bien des gens ont déjà entendu, mais que très peu arrivent à définir correctement quand on leur pose la question. Un algorithme, selon moi, c'est une forme géométrique, mais je peux vraiment pas dire laquelle. Il me semble que c'est une bébite, un insecte. Ça serait pas un... Ah oui, un parasite des plantes vertes. Un algorithme, attendez. J'ai déjà su ce que ça voulait dire, mais je regrette, je m'en rappelle pas. Algo, ça veut dire quelque chose. Rythme, ça veut dire que ça bouge. Ça n'aurait pas rapport avec le breakdancing, ça? Un algorithme. Un algorithme, c'est une irrégularité du rythme cardiaque. C'est quand le cœur bat trop vite ou trop lentement. C'est un virus, un algorithme. Ben, je pense à biorhythme. Mais c'est pas la même chose, hein? Et vous, François, comment définissez-vous un algorithme? C'est un plan qui contient, dans un ordre précis, toutes les tâches à effectuer pour obtenir la solution d'un problème. Attendez un moment. Un plan contenant les tâches précises à effectuer pour solutionner un problème. Donc, une démarche logique et très détaillée à suivre. C'est à peu près ça. Est-ce que vous pouvez me montrer un algorithme? Vous venez d'en voir un. Où ça? Quand? La marche à suivre pour réussir le carré magique. Ah bon? C'était un algorithme? Eh oui. Mais c'est ce genre d'algorithme que font les programmeurs. Pas tout à fait. En informatique, on utilise 2 outils pour créer les algorithmes, l'ordinogramme et le pseudocode. Décidément, vous sortez vos grands mots, vous, aujourd'hui. Vous avez dit ordinogramme? Oui. En voici un. Ça n'a rien de sorcier, n'est-ce pas?
Ah, ça ressemble drôlement à un organigramme. L'ordinogramme est la représentation schématique de toutes les tâches à exécuter dans un programme informatique. Ce sont des symboles spéciaux. Chaque symbole désigne un type de tâche particulier. Voici les principaux, Lise. Le premier exprime l'entrée d'informations. Le deuxième, un traitement. Et le troisième, un choix. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Bien, une décision à prendre dépendant d'une certaine condition. Et le dernier représente l'affichage d'informations à l'écran. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que je peux revoir l'ordinogramme? Oui, voilà. Ça pourrait être l'ordinogramme d'un programme servant à analyser les performances d'un golfeur, par exemple. On entre le nombre de parties jouées, puis la moyenne, et ensuite le dernier résultat. Puis on fait un calcul pour trouver la nouvelle moyenne. Comme le calcul est un traitement, on le place dans un rectangle. Après, on utilise le symbole d'affichage pour faire apparaître la nouvelle moyenne à l'écran. Et le symbole qui suit désigne un choix. François, je vous parie que ce symbole, une fois codifié en BASIC, devient une instruction if-then. Vous avez parfaitement raison, Lise. Et on termine par les deux affichages possibles selon que la nouvelle moyenne est plus basse ou plus haute que l'ancienne. Je vais maintenant vous présenter une autre méthode pour créer des algorithmes, le pseudocode. Mais pourquoi pseudo? Ce n'est pas un véritable code? C'est une description des tâches à exécuter, mais en termes raccourcis, en style télégraphique. Est-ce que je peux voir de quoi ça a l'air? Vous avez ici, voilà, les règles du carré magique, sous forme de pseudocode. Il n'y a rien à comprendre, hein? L'ordinogramme était beaucoup plus clair. Pour l'instant, oui, parce que vous voyez pour la première fois les règles et les symboles employés en pseudocode. Vous pensez qu'un jour, j'arriverai à déchiffrer ce drôle de langage? Je vais tout vous expliquer, Lise. Oui, comme d'habitude. Je suis là pour ça, non? Mais laissons ça de côté pour l'instant, voulez-vous? Ben, si vous me promettez d'en parler cependant. Oui, ne vous inquiétez pas, j'en reparlerai. Qu'est-ce que vous avez derrière la tête, là? L'ergonomie. J'aimerais faire une dernière parenthèse là-dessus. Ah, d'accord. Vous savez, je me sers de plus en plus de mon micro-ordinateur et j'aimerais vraiment prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas nuire à ma santé. Vous avez raison, Lise. Mieux vaut prévenir que guérir. Nous avons déjà discuté des problèmes causés par le micro-ordinateur lui-même. Ou plutôt par l'écran. Surtout, oui. Maintenant, nous allons parler de l'aménagement autour du micro-ordinateur. Vous voulez dire l'endroit où on s'installe pour travailler? Eh oui. Il faut penser à l'organisation du lieu où se trouve le micro-ordinateur et les éléments qui l'entourent, comme la documentation écrite. Ça peut être une source de mal-être? C'est souvent la cause de bien des maux. Entre autres, Lise. Vous vous plaignez de douleurs au cou. Votre dos vous fait souffrir. Ou encore vos yeux vous jouent de vilains tours. Regardez autour de vous. Comment votre espace de travail est-il aménagé? Ne faites-vous pas des contorsions inutiles parce que la table est trop haute ou trop basse et que par le fait même, votre écran n'est pas à la hauteur appropriée? Il n'est guère mieux que la table soit trop près ou trop loin. Pouvez-vous vous asseoir sur votre chaise en toute sécurité et bien y appuyer le dos? N'avez-vous jamais remarqué que la position de votre clavier réclamait un effort supplémentaire des bras et du dos? Combien de fois devez-vous vous étirer pour arriver à lire la documentation? Vous souhaiteriez parfois pouvoir incliner cet écran ou le faire pivoter. Vous en avez assez des reflets qui rendent la lecture difficile ou de cet éclairage de fortune. Quant au bruit, n'en parlons pas. Il est temps que vous organisiez convenablement votre espace de travail. Dites donc, ça en fait des choses auxquelles penser. Ne vous laissez pas trop impressionner. Ce sont des détails que vous pouvez corriger facilement, pour peu que vous vous souciez de votre confort. Bon, au fond, c'est comme travailler à n'importe quoi, en fait. Je suis certain que vous pouvez vous-même me faire des recommandations sur la façon de s'installer. D'abord, François, je choisirais une chaise confortable, avec un bon dossier réglable de préférence. Et de 1. Ensuite, je placerai le micro-ordinateur parallèle aux fenêtres pour éviter les reflets de la lumière du jour. Très bien, Lise. À part ça, je prévoirai un espace sur la table pour la documentation. Ou tiens, j'utiliserai un porte-documents. Excellente idée. Quant à la table, essayez d'en trouver une dont la hauteur vous permet d'être à l'aise au clavier et laissez-y votre micro-ordinateur en permanence. Et l'éclairage, François, comment est-ce qu'il faut l'organiser? Assurez-vous une bonne lisibilité sans reflet. En plus de ça, François, moi, je préfère toujours travailler dans une pièce paisible où
où il n'y a pas trop de va-et-vient. C'est une bonne habitude à prendre, Lise. Ça facilite la concentration. Dire qu'il y a des gens qui s'installent sur un coin de table n'importe où, n'importe comment. Eh oui, et qui se plaignent ensuite d'avoir une mauvaise vue et des courbatures. Mais l'ergonomie, c'est relativement nouveau. Est-ce que vous en connaissez une ergonome, vous? Oui, j'en ai rencontré une il n'y a pas très longtemps. L'ergonomie, c'est une profession qui sert à adapter l'équipement, les machines, les tâches à la personne humaine qui travaille. Alors, quand on parle de bureautique, d'écran cathodique, il s'agit donc d'adapter les chaises, les bureaux, l'éclairage, l'écran pour les caractéristiques des personnes. Alors, si on regarde les problèmes d'écran cathodique, en général, les gens ont des problèmes au dos, ici en haut du cou, au milieu du dos, en bas du dos. Ces problèmes-là sont très complexes puis peuvent être liés autant à l'écran cathodique que aux problèmes de stress puis des problèmes de l'équipement auto. Bon. Si on regarde juste l'équipement, ce qui est important, c'est que la personne ramène les choses vers elle pour qu'elle puisse rester dans une posture droite et non pas qu'elle aille vers son équipement. Un exemple, si vous avez votre écran cathodique puis il est trop bas, vous allez vous pencher en avant. Vous appuyez pas sur le dossier. Vous avez les épaules comme ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est prendre 2-3 bottins téléphoniques puis les monter à la hauteur de l'écran. Si vous avez un document qui est sur le coin de la table, vous allez vous pencher comme ça. Alors, ce qu'il faut, c'est d'acheter un porte-document qui monte votre document. À ce moment-là, vous vous installez comme ceci. Ce qui est important aussi, c'est le clavier. Le clavier, s'il est trop haut, vous allez avoir les épaules surélevées comme ça. Alors, achetez-vous de préférence une table plus basse, quitte à monter votre écran. Avec les bottins téléphoniques, vous vous retrouvez avec les épaules un peu plus détendues. La dernière chose, et non la moindre, c'est votre chaise. Il vous faut un dossier qui monte, qui descend, avec un bon appui lombaire, c'est-à-dire une forme comme ceci, pour vous permettre d'appuyer vos reins, même si vous restez en posture droite. À ce moment-là, ça allège vos problèmes musculaires. Maintenant, c'est un peu plus compliqué que tout ça, là, surtout pour les gens qui travaillent 8 heures, mais on va se limiter à juste ces aspects-là du problème. François, j'ai une surprise pour vous. Ah oui? Qu'est-ce que vous cachez sur cette disquette, Lise? Un langage de programmation. Ah bon? Lequel? Le logo. Logo? Oui, c'est un langage qui n'est pas inscrit dans la mémoire morte du micro-ordinateur comme le BASIC, mais qui se trouve sur disquette, cassette ou cartouche, comme les autres logiciels. Et qui vous a initié au logo? Des enfants. Les enfants? Les enfants sont capables d'utiliser ce langage? Oui, il est très simple et très amusant. Oh, j'aimerais bien le connaître, Lise. Mais je peux vous le montrer si vous voulez. Ah, avec plaisir. Est-ce qu'on change de place? Non, ce sera pas nécessaire. Nous allons commencer par la tortue. La tortue? Oui. Regardez bien, elle va apparaître. Oh! Je vais essayer de refaire la démonstration que j'ai vue. C'est avec une tortue et son univers géométrique qu'on fait ses premiers pas en programmation logo. Selon les directives que lui donne l'utilisateur, la tortue se déplace sur l'écran en laissant une trace. On peut la faire avancer, reculer, tourner à droite ou à gauche, ou encore la faire disparaître et réapparaître un peu plus loin. Par exemple, si vous tapez « avance 50 », la tortue avance de 50 pas. Si vous écrivez « droite 45 », la tortue tourne de 45 degrés vers la droite. Et si finalement vous entrez « cache tortue », la tortue disparaît. En fait, François, la tortue logo suit vos instructions à la lettre. En la programmant, vous pouvez lui faire exécuter tous les dessins que vous avez en tête. Et de quelle façon on lui donne nos instructions?
On se sert de primitives. Des primitives? Mais qu'est-ce que c'est que c'est? Ce sont des mots tout simples que la tortue connaît déjà et que les enfants n'ont pas de difficulté à comprendre. Ce sont eux qui me les ont appris. OK. En logo, la plupart des primitives, ça s'exprime par les 2 premières lettres, OK? Avance, recule, droite, gauche, OK? Les 2 premières lettres de chaque mot, mais ça te donne les commandes. Quand tu donnes un ordre, c'est comme si tu parlais à une personne, OK? Elle va comprendre, elle va interpréter ça dans ses mots, puis toi, tu donnes dans ses mots. Alors, c'est comme si tu parlais à une personne. Quand tu veux donner plusieurs ordres, mais t'es pas nécessairement obligé toujours de changer de ligne, OK? Puis, finalement, ça s'exprime par avance, AV, droite, DR, gauche, GA, puis recul, RE. Oh, extraordinaire, mais ce sont des instructions très proches du langage quotidien. Et en français, à part ça, vous savez qu'elles permettent aussi de créer des procédures? Qu'est-ce que vous voulez dire? Regardez bien ce que j'écris. Répète. 4, crochet, avance 50, droite 90, crochet. D'après vous, qu'est-ce que ça va donner? Vous demandez à la tortue d'avancer de 50 pas et de tourner à droite de 90 degrés 4 fois. Elle va faire un carré. Bravo! Oh, la procédure avance 50 n'existe pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Lise? Que j'ai fait une erreur de syntaxe. La tortue a des règles bien précises. Par exemple, il faut toujours laisser un espace entre la primitive, comme avance, et le nombre. Ouais, et vous avez oublié. Je vais corriger ça tout de suite, là. Répète. 4, crochet, avance, espace, 50, droite, espace, 90, crochet. Et on recommence. Return. Et voilà. C'est rapide. Pouvez-vous lui demander de recommencer? Justement, non. Une fois le carré exécuté, la tortue oublie les instructions que nous lui avons données. Elle ne les garde pas en mémoire? Non, à moins qu'on crée une procédure. Une procédure? C'est un genre de programme, ça? Oui, je vais en faire une. Une procédure commence toujours par le mot « pour ». J'indique ensuite le nom de la procédure. Celle-ci va s'appeler carré. Et vous pouvez choisir, Lise, n'importe quel nom? N'importe lequel, sauf un mot que Logo connaît déjà. Maintenant, j'appuie sur « Return » et je tape la ligne d'instruction, la même que tantôt. N'oubliez pas les espaces, là. Oh non, non, non. Puis, j'indique que la procédure est terminée. Et c'est un programme Logo, ça? Une procédure Logo. Oh, pardon, Lise. Tenez, voici un message qui m'indique que Logo sait maintenant faire un carré. Et comment faites-vous pour l'exécuter maintenant? Je vais d'abord vider l'écran. Oui. Puis je tape simplement carré. Et vous pouvez le refaire cette fois? Bien sûr. On vide l'écran à nouveau pour mieux voir. Oui. Et on retape carré. On doit pouvoir créer des procédures plus complexes. François, c'est possible. Vous devriez d'ailleurs voir ce que les enfants arrivent à faire. C'est incroyable. Ah bon? On a commencé à faire des carrés, là. On a fait à peu près 2, un par-dessus l'autre. Puis après ça, on en a fait plusieurs. On a fait tout un rond. Puis après ça, on est allé chercher Pierre. On a dit comment effacer. Puis là, on est encore allé chercher pour y faire une tige. Puis on a fini. Tu l'appelles comment maintenant? Pissenlit. Je cache la tortue parce que ça dessine plus vite. Ce que j'aime, c'est quand je montre à Logo comment dessiner un pissenlit, je l'apprends moi aussi en même temps. Ça semble vraiment un langage fantastique pour faire des graphiques. Mais pas seulement ça, François.
Logo s'est fait connaître avec sa tortue et ses graphiques, mais il est beaucoup plus souple que vous ne l'imaginez. Et dites-moi, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Tout. Vous y allez pas un peu fort, là? Bien, d'après ce que j'ai vu, il peut faire des calculs, du traitement de mots, de la gestion de données, de la musique, de l'animation. Oh là là, Lise, à mon tour d'être sceptique. Montrez-moi donc quelques-unes de ces possibilités. Bon, prenons les calculs. Je tape « écrit », 2 plus 2, et j'obtiens le résultat 4. Ah, pas mal. J'entre « écrit », 10, Ouais. divisé par 2, et il me donne 5. Et pouvez-vous faire des opérations plus complexes? Logo possède des primitives pour additionner, soustraire, diviser, multiplier. Mais si vous voulez, par exemple, calculer une moyenne, vous créez une procédure. Comme en Basic, en fait. Et le traitement de mots, ça ressemble à quoi? Ah, ça, c'est amusant. Les enfants ont beaucoup de plaisir à jouer avec les mots. Savez-vous ce qu'ils font? Bon, alors, en logo, on travaille pas juste avec des graphiques, on peut aussi travailler avec des textes. Alors, moi, j'ai fait une procédure pour faire des proverbes, puis je vais vous expliquer ce que ça donne. Alors, dans les procédures, moi, j'ai dit « écris une phrase ». Écris une phrase, puis va chercher un élément dans une des boîtes, puis place-le à la fin de la phrase où est-ce que je t'ai dit de couper. Alors là, il coupe, il va chercher son élément, il le place. Là, ensuite, il prend la deuxième phrase, il l'écrit, il coupe la phrase, il va chercher un élément, il place. Le verbe, le deuxième verbe, il recoupe encore, puis il va chercher l'adverbe, il le place. Alors, pour la phrase 2, ben, c'est ça, je viens de vous expliquer. Ensuite, il y a les verbes. Alors, les verbes, j'ai conçu 3 boîtes, chacune d'elles remplie de verbes. Ensuite, une autre boîte de verbes, puis une autre boîte d'adverbes. Alors lui, l'ordinateur, j'ai donné une commande, relis, pour aller chercher dans une boîte, dire, va le placer à tel endroit. Alors là, il va aller chercher, puis il va aller le placer. L'autre commande, c'est avec des verbes puis des adverbes. Alors lui, avec tout ça, il va aller replacer ça, puis là, il va faire dérouler les adverbes toujours en montant. Les proverbes que je vais vous montrer, c'est les proverbes que l'ordinateur a créés. Alors, voici. Rien ne sert de vouloir, il faut se marier lentement. Les 3 boîtes de tout à l'heure, c'est comprendre, le verbe, siffler, l'autre verbe, souvent, l'adverbe. Alors, rien ne sert de vouloir, il faut chercher doucement. Rien ne sert de travailler, il faut chanter beaucoup. Rien ne sert de comprendre, il faut sauter doucement. Rien ne sert de bâiller, il faut chercher fortement. Dites donc, vous en avez beaucoup appris sur Logo? Je connais aussi 2 façons de faire répéter une série d'instructions. Je peux me servir de la primitive « répète », comme dans l'exemple du carré que nous avons déjà vu, ou encore appeler une procédure à l'intérieur d'elle-même. Excusez-moi, je ne saisis pas vraiment. Regardez, je vais écrire une autre procédure carré. Oui. Pour, carré 2, avance, 50, droite, 90, et je demande de recommencer la procédure carré 2. C'est ce qu'on appelle la récursivité. Ah bon? Et si vous tapez maintenant carré 2, la tortue va tracer un carré indéfiniment? Tant que je ne l'arrêterai pas, parce que Logo n'arrivera jamais à la fin. Dès qu'il voit carré 2, il recommence. Ah. À vous maintenant, François. Ah bon, vous me permettez d'essayer? Oui. Ah, mais je ne sais pas si je vais y arriver. 32 bits, arrêt, 128K, affiche, abécédaire des temps modernes. J'apprends l'informatique en suivant la tortue magique. Projet, liste, procédure, problème et solution. Bravo, langage Logo. Je comprends ta logique, j'ai fait le déclic. Clic, 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 début, bip, 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 variable. Je te suis. Mais François,
Vous avez déjà vu cette super procédure? Mais vous saviez, vous connaissiez le langage logo. Bien sûr, Lise. C'était la leçon prévue pour aujourd'hui. Et vous m'avez laissé parler tout ce temps-là. Voulez-vous voir mon chef-d'œuvre? C'est ce qu'on appelle une super procédure. Super. Oui, oui. Si vous regardez la procédure écroulement, vous voyez qu'elle fait appel à deux autres procédures, carré et pouce. Et vous avez défini les deux autres juste après. Eh oui. Ouais. Vous êtes assez doué, finalement. Vous en faites pas, Lise. J'aurai des choses à ajouter la prochaine fois. Mais je me rends compte que vous avez découvert pas mal de choses sans moi. J'ai du mérite. Je vous raconterai ce que les adultes pensent du langage logo, justement. En tout cas, vous m'avez bien eu, François. Vous savez, Lise, vous expliquez très bien. Ah oui? Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit? Ben, parce que... oui, parce que, et puis vous me faites trouver toujours des marquer. explications. 32 bits, 128K. Je laisse tomber ma plume, bip, l'écran s'allume. Je rentre la disquette, il avale d'une traite. Mon cerveau résonne, l'ordinateur besogne. C'est un mariage de raison. 32 bits, arrêt, 128K. Affiche abécédaire des temps modernes. J'apprends l'informatique en suivant la tortue magique. Projet, liste, procédure, problème et solution. Bravo, langage logo. Je comprends ta logique, j'ai fait le déclic. Clic, 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 début, bip, 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 variable. Je te suis. 32 bits, début, 128K, arrêt. Je laisse tomber ma plume, bip, l'écran s'allume. Je rentre la disquette, il avale d'une traite. Mon cerveau résonne, l'ordinateur besogne. C'est un mariage de raison. 32 bits, début, 128K, arrêt. Alors, Lise, vous avez bien travaillé? Oh, j'ai surtout réaménagé mon coin de travail, François. Pour le rendre plus ergonomique? Ben oui, parce qu'à part ça, marquez que vous ne m'avez pas dit grand-chose la dernière fois sur le pseudo-langage, hein? Le pseudo-code. Pseudo-code, si vous y tenez. Mais pour l'instant, moi, je ne vois pas la différence. Nous allons en reparler, d'accord? Vous vous rappelez quand même ce qu'est un algorithme? Un algorithme. Une suite de tâches pour résoudre un problème. Bon. Et le pseudocode est un moyen utilisé en informatique pour formuler un algorithme. Il avait l'air tellement compliqué, le pseudocode que vous m'avez montré. Vous allez bientôt changer d'idée, Lise. Allons-y, étape par étape, d'accord? Pour pouvoir traduire un algorithme en langage informatique et ensuite le faire exécuter par un micro-ordinateur, il faut d'abord constituer un enchaînement. Encore une notion nouvelle. Qu'est-ce que vous entendez par enchaînement? Simplement, la suite logique et systématique des traitements à exécuter. Par exemple, lorsque vous achetez un café dans une distributrice, vous faites généralement l'enchaînement suivant. Attendez. Insérer la monnaie. Oui. Sélectionner café. Sélectionner crème, si on en veut. Sélectionner sucre. Attendre que le voyant s'éteigne. Et finalement, retirer la tasse qui renverse en général. Ça, c'est très logique. Dans un algorithme, on présente toujours l'enchaînement du haut vers le bas, comme ceci. Et quel est l'enchaînement dans le pseudocode du carré magique? Le tout. C'est un enchaînement, ce charabia? Eh oui, c'est la suite bien ordonnée de tous les traitements nécessaires à la réalisation du carré. Mais c'est l'algorithme lui-même, alors? Oui. Maintenant, vous devez savoir qu'à l'intérieur de l'algorithme, on retrouve deux principaux types de tâches, la sélection et la répétition. Prenons d'abord la sélection, d'accord? La sélection, c'est un choix, ça? Exactement.
Pour résoudre un problème, le micro-ordinateur doit souvent faire un choix et, à partir de là, suivre un cheminement différent. Mais c'est comme l'instruction if-then. Oui, même qu'en pseudocode, pour désigner un choix, on utilise le mot « si » avec « alors » et « sinon ». Si il pleut, alors je mettrai mon imperméable. Sinon, je prendrai un tricot. Comme dans l'instruction if-then, si est toujours suivi d'une condition qui aboutit soit à une tâche exécutée après alors, quand la condition est vraie, soit à une tâche exécutée après sinon, quand la condition est fausse. Maintenant, pouvez-vous me dire où nous devions faire une sélection dans l'algorithme du carré magique? Une sélection. Oui. Attendez, je pense que je sais. Chaque fois que nous voulons placer un nombre... Bravo. Voici comment nous avons traduit la sélection en pseudocode. Si ligne, colonne est différent de 0, donc si la case n'est pas vide... Très bien. Alors, 2 lignes plus loin et une colonne avant... Et affichez le nombre à la case où vous arrivez. Sinon, donc si la case est libre, restez là et affichez le nombre dans la case. Vous vous débrouillez pas mal, Lise. Marquez que je pense que j'y vois de plus en plus clair. Quel est l'autre type de tâche principale déjà? Bon, la répétition. On peut aussi demander au micro-ordinateur de répéter une suite de tâches jusqu'à ce qu'une condition soit satisfaite. Là, vous parlez d'une boucle maintenant. Eh oui, mais dans un algorithme traduit en pseudocode, on indique la répétition par les mots « tant que » suivi d'une condition. Tant que le vent soufflera... Je ferai de la planche à voile. Tant que la condition est vraie, le micro-ordinateur exécute les directives qui viennent ensuite. Et où est-ce qu'on retrouve ce genre de répétition dans notre algorithme? Ici. Tant que le nombre à placer est plus petit que le nombre de cases à remplir, on ajoute 1 au nombre, puis on se positionne une ligne plus haut et une colonne après. Jusqu'à présent, là, c'est pas mal simple. En tous les cas, c'est très logique. Oui. Mais il me semble que nous n'avons pas vu tous les symboles. Vous avez raison, Lise. Il en reste quelques-uns. Au commencement et à la fin de l'algorithme, on met généralement les mots « début » et « arrêt ». Ensuite, on utilise le terme « affiché » pour représenter la sortie d'une information. On peut aussi employer « lire » pour désigner l'entrée d'une information venant de l'extérieur. Mais nous n'en avons pas besoin dans notre exemple ici. C'est tout. Mais les autres expressions bizarres comme nombre tot-col et nombre tot-lig. Bon, ce sont des noms de variables qu'on crée selon nos besoins, mais qui ne font pas partie du pseudocode. Mais il y en a plusieurs. Il y en a 6. Nombre de cases est la variable qui représente le nombre de cases dans le tableau. Nombre tot-col, le nombre total de colonnes. Ah, et nombre tot-lig, le nombre total de lignes. Nombre, le nombre à placer. Et finalement, ligne et colonne. À part ça, il y a la flèche dirigée vers la gauche, qui symbolise l'affectation d'une valeur à une variable. Et enfin, les symboles usuels représentant les diverses opérations arithmétiques ou logiques. Maintenant, Lise, vous avez toutes les informations nécessaires pour comprendre l'algorithme du carré magique écrit en pseudocode. Vous avez raison. Mais ça a beaucoup plus de sens maintenant pour moi. Mais je ne me sens pas vraiment encore tout à fait à l'aise, François. Eh bien, pourquoi ne faites-vous pas vous-même un algorithme à présent? Vous pensez que je suis capable d'écrire en pseudocode? Avec un peu d'aide, oui. Essayez. Je vais vous donner un problème, d'accord? Le secrétariat d'Octogiciel reçoit les notes des devoirs de chaque élève et fait la moyenne. Il ne fait pas tout ce travail à la main. Il se sert d'un ordinateur et d'un programme informatique. Il inscrit les notes des élèves et la moyenne se calcule. Selon qu'elle est égale ou supérieure à 60 ou inférieure, on fait parvenir à l'élève une attestation de réussite ou une indication d'échec. Et vous voulez que
j'écrive en pseudocode l'algorithme qui permettra d'exécuter ce travail? Vous me demandez ça à moi, une élève qui en est à son avant-dernière leçon et qui se demande si elle va réussir? Vous savez très bien que vous aurez de bons résultats, Lise. Je vais quand même vous aider. Identifions d'abord les opérations que doit effectuer le secrétariat, dans l'ordre. Bon. Premièrement, enregistrer les notes de chaque élève. Ensuite? Calculer la moyenne. Très bien. Et finalement, envoyer l'attestation de réussite ou l'indication d'échec. Bravo. À présent, nous allons déterminer la ou les conditions auxquelles doit s'effectuer chaque opération. La condition? Oui. Prenons un exemple. Il faut exécuter l'opération 1, enregistrer les notes, jusqu'à ce que nous ayons 3 notes d'examen. Ah, je comprends maintenant. L'opération 2, calculer la moyenne, ne demande aucune condition. Vous avez parfaitement raison. Et l'opération 3, envoyer l'attestation de réussite. On l'exécute quand la moyenne est supérieure ou égale à 60. Tandis qu'on effectue l'opération 4 quand la moyenne est inférieure à 60. Bon, nous sommes presque prêts à traduire notre algorithme en pseudocode. Il nous reste à définir maintenant les variables. On y va aussi par opération? Oui. Dites-moi, de quelle variable aurons-nous besoin dans l'opération 1? Sûrement une variable note. Et une autre pour le nombre de devoirs. Bon, appelons-la ND. Maintenant, dans l'opération 2, il nous faudra une variable moyenne, disons MOY, puis nous réutiliserons note. Et nous prendrons TOT pour total, parce que nous devrons faire le total avant de calculer la moyenne. Pour les 2 dernières opérations, François, je ne vois rien d'autre que la variable moyenne. C'est suffisant, Lise. Maintenant, vous pouvez écrire l'algorithme en pseudocode. Aïe, et par quoi est-ce qu'on commence? Je vais vous donner des indices. Utilisez les termes que nous venons d'expliquer. Début et arrêt. Lire. Afficher. Tant que. Si alors, sinon. Les noms de variables que vous avez choisis. Et la flèche pour affecter une valeur aux diverses variables. Sans oublier les symboles usuels. Bon, j'ai écrit quelque chose là, François, mais je ne sais pas si c'est exact. Tant que le nombre de devoirs est inférieur ou égal à 3, lire note, mettre la note dans le total, et ensuite calculer la moyenne en divisant le total par 3. Eh bien, jusqu'ici, c'est excellent. Si la moyenne est supérieure ou égale à 60, alors affichez succès, sinon affichez échec et arrêt. Mais c'est parfait, Lise. Vraiment? Vous êtes très douée, vous savez. Voyons maintenant si vous aurez autant de facilité à transformer le pseudocode en BASIC. J'ai déjà des idées là-dessus. Bon, ben, allez-y. Bien, la première ligne, tant que, va devenir une boucle avec une instruction for to next. Parfait, Lise. Ensuite? Lire va devenir une instruction input. Si vous voulez que les notes viennent de l'extérieur. Mais vous pourriez procéder autrement. Autrement? Oui. Je pourrais peut-être employer read et data. Pensez-y bien et choisissez la méthode qui vous convient le mieux. Mais je peux vous dire qu'ici, c'est bien input qu'il faut utiliser. Quant aux 2 lignes suivantes, pas de problème. Elles vont devenir des instructions let. Très bien, Lise. Vous savez, vous m'épatez, hein? Et le dernier bloc sera une instruction if-then, tout simplement. Et que faites-vous des 2 affichés? Ils deviendront des print et je terminerai par un end. Lise, vous avez très bien compris les rapports entre les expressions du pseudocode et leur correspondance en BASIC. À vous maintenant d'écrire le programme. Je m'y mets tout de suite. Quel enthousiasme. J'ai peine à croire que j'ai réussi à démystifier le pseudocode. Vous allez d'ailleurs l'adopter très vite, Lise, parce que vous vous rendrez compte que vous épargnez beaucoup de temps en travaillant de cette façon. Ce que j'aime surtout du pseudocode, c'est qu'il est finalement très proche du langage quotidien. Oui, il se rapproche non seulement de notre façon de parler, mais aussi de notre façon de penser. C'est vrai. Alors, laissez-moi transformer ma pensée en un programme BASIC. Je vous demande pas de le faire maintenant, Lise. Prenez tout le temps qu'il faudra. Mais j'ai quand même hâte de voir si je suis capable d'écrire le programme qui servira à évaluer les résultats des élèves d'Octogiciel, dont je fais partie. Vous réussirez, sans peine. Donnez-moi quand même quelques minutes, François, pour essayer. Nous avons une autre leçon à faire, Lise. Bon, ben, je suis à vous dans quelques secondes. Bon, d'accord.
Avez-vous refait du logo, Lise? Un peu, mais maintenant, je me tais et je vous écoute. Ah bon? Et pourquoi donc? Ben, c'est votre tour de me raconter ce que vous savez sur le langage logo. Mais ça vous empêche quand même pas d'en parler. Oui, d'ailleurs, c'est difficile de ne pas en parler. C'est tellement amusant. Vous vous êtes encore une fois laissé prendre, hein? Moi, pas vraiment. Mais les enfants, ils adorent logo. Attention, Lise. Logo n'est pas réservé exclusivement aux enfants. Et c'est pas seulement un jeu. Les adultes s'en servent aussi? Eh oui, et comme un outil de travail. Ah oui? J'ai rencontré un adulte qui a adopté Logo comme langage de programmation. Et effectivement, Logo, c'est pour les enfants, mais ce qu'on s'est rendu compte, et ce que je vis, moi, tous les jours, c'est que Logo aussi, ça peut être pour les grandes personnes qui travaillent sur des travaux, entre guillemets, sérieux, là, qui comptent leur argent, puis qui comptent leur méthode de production. Cependant, la chose qui est extraordinaire, c'est que en travaillant en Logo, toutes les qualités qu'on peut y voir sur le plan pédagogique, c'est-à-dire qu'au lieu d'enseigner un langage, puis de trouver d'apprendre chaque instruction, qu'est-ce qu'il va faire, puis te concentrer sur la syntaxe et le langage lui-même, quand tu travailles en Logo, en éducation, tu te concentres sur les processus intellectuels, tu te concentres sur ta façon d'aborder les problèmes. Bien, quand on travaille dans le domaine commercial, c'est exactement la même chose. On peut oublier le langage, on peut oublier le système, et on peut se permettre, à cause de la structure même du langage Logo, de se concentrer sur le problème à résoudre, qui est un problème de gestion, qui est un problème de comptabilité, qui est un problème d'organisation de l'entreprise. C'est pas quelque chose qui est connu maintenant et qui est très bien accepté, là, parce qu'encore aujourd'hui, les gens sont tout à fait surpris de s'apercevoir qu'on peut faire en Logo ces travaux-là. Mais c'est quelque chose qui, je pense, va être de plus en plus réalisé et moi, je suis certain qu'on va retrouver du Logo sur beaucoup de machines, surtout que sur les micro-ordinateurs qui sortent maintenant, les plus sophistiqués en tout cas, c'est une technologie à laquelle Logo donne une puissance inouïe à cause de la structure même du langage. Eh bien là, vous m'étonnez. Logo devient un outil très efficace quand on sait exploiter toutes ses possibilités. Qu'est-ce que Logo peut faire que je n'ai pas encore vu, moi? Avez-vous remarqué qu'il donne accès à un éditeur? Un éditeur? Pour éditer quoi? Des procédures. Regardez bien. Qu'est-ce que vous avez sur cette disquette? Voilà. Des procédures. Je garde sur disquette toutes les procédures que je crée. Et vous les réutilisez quand vous voulez? Exactement. Mais j'écris catalogue et j'obtiens la liste de tous les fichiers qui contiennent des procédures sur ma disquette. Tout ça, hein? Oui. Vous n'en êtes pas à vos premières armes, si je comprends bien. Je peux maintenant aller modifier n'importe laquelle de ces procédures en me mettant en mode édition. Vous pouvez m'afficher une procédure? Certainement. J'écris « charge », voilà, et le nom du fichier où se trouve la procédure. Oui, mais il se passe rien, là. Non, le logiciel est en train de charger écroulement dans la mémoire. Ah, voilà, c'est terminé. Oui. Avant de vous montrer la procédure, je vais l'exécuter telle quelle et nous la modifierons ensuite. D'accord? Oh, pas mal. Vous m'avez impressionné avec ça l'autre jour. Maintenant, si je veux voir la procédure, je vide mon écran et je tape ECR tout. Ah, et la voilà, votre super procédure. Je vais faire un changement. Mais, je vais vous montrer ce qui se produit quand on enlève l'instruction si, deux points, côté plus petit que 5, arrête.
Ah, tiens. C'est comme effacer une phrase quand on fait du traitement de texte. Et maintenant, je réexécute la procédure. Oui, mais est-ce qu'elle va s'arrêter un jour? Pas toute seule, parce que j'ai ôté la condition qui la faisait arrêter. Mais je peux l'interrompre à partir du clavier. Comme ça, on peut conserver des procédures et aller les exécuter ou les modifier quand on veut. Savez-vous qu'on peut aussi apprendre à Logo comment compiler des informations, les ordonner et les conserver dans des fichiers? Comme avec un logiciel de gestion de fichiers. Pourquoi pas? Logo est un langage de programmation très polyvalent. Avec Logo, on peut classer des renseignements. Eh oui. Regardez, j'ai fait un fichier hacké avec Logo. On peut faire des recherches dans un fichier comme celui-là. Eh oui. Est-ce qu'on peut aussi faire des tris? Eh bien sûr. Mais c'est super. Je peux même vous étonner encore plus. Si vous remplacez la disquette par celle-ci. Qu'est-ce qui m'attend maintenant? Ah. Voilà. Charge musique. Charge chanson. Quelle chanson? Écoutez bien. De la musique qui sort du micro-ordinateur? Mais je la connais, cette chanson, je l'ai déjà entendue. 32 bits, arrêt, 128 cas, affiche, abécédaire des temps modernes. J'apprends l'informatique en suivant la tortue magique. Projet, liste, procédure, problème et solution. Bravo, langage Logo. Je comprends ta logique, j'ai fait le déclic. Clic, 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 début, bip, 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 variable. Je te suis. Eh bien, je n'ai pas fini de m'amuser avec Logo. Vous n'avez pas fini d'apprendre avec Logo. Parce que Logo, en plus d'être un langage de programmation, est un outil pour apprendre. Apprendre à programmer. Pas seulement ça, Lise. Pensez-y. Pour faire dessiner quelque chose au micro-ordinateur, vous devez lui montrer comment. Donc, j'apprends en même temps que j'enseigne à Logo. Par exemple, un enfant qui veut dessiner une maison va découvrir les angles droits parce qu'il devra en faire tracer 4 par la tortue. En fait, les enfants apprennent sans s'en rendre compte. Est-ce que c'est ça qui les attire tant? Entre autres, oui. Pourquoi, d'après vous, Logo a-t-il un si grand succès? Parce qu'on peut lui parler et qu'il réagit à ce qu'on lui dit. Vous l'avez. Parce qu'il est interactif. Logo répond immédiatement à ce qu'on lui demande, en l'exécutant. Ou en donnant un message d'erreur s'il ne comprend pas les instructions. Voilà. Et un autre aspect de Logo qui plaît aux enfants... C'est qu'il fonctionne avec des mots simples, comme dans la vie de tous les jours. Oui, mais il y a aussi la structure de la programmation en Logo. Qu'est-ce que vous voulez dire? En Logo, au lieu de vous attaquer à un gros problème d'un seul bloc, vous le décomposez en morceaux, en sous-programmes indépendants. Et je programme petit à petit, procédure par procédure. Oui, regardez bien. Pour dessiner une araignée, j'ai écrit une procédure pour la patte gauche, une autre pour tout le côté gauche, et je fais la même chose pour la droite. Et puis, vous avez rassemblé toutes les procédures en une super procédure. Mais c'est vrai que ça fait moins peur quand on y va par étapes comme ça. Oui. Et en plus de ça, Lise, on peut souvent réutiliser une sous-procédure ailleurs. Regardez bien comment je réutilise la patte de l'araignée pour faire un bonhomme. Très ingénieux, hein? Parlant de génie, avez-vous vu les lutins? Les lutins? Oui, ceux avec lesquels on fait de l'animation. Imaginez-vous donc qu'on peut changer la tortue en lutin. L'intérêt des sprites, ou des lutins en français, c'est qu'on peut rassembler 30 tortues qui peuvent prendre des formes. Par exemple, ici, j'ai une tortue qui est au centre, puis je lui dis, viens-t'en ici, puis dessine-moi un soleil. Toutes les tortues du sprite peuvent dessiner. Je la place ici, puis j'en fais venir une autre ici, que je place ici. J'en fais venir une autre, j'en sors 4 ici. Là, je leur dis, allez vous chercher des panneaux, déguisez-vous en panneaux. D'un coup, ils se pètent. Là, je dis, viens ici, toi ici, la troisième ici, la quatrième ici. Je dis, soleil, dessine-toi sur le panneau des tortues. Voilà. Les 4 tortues qui sont ici, qui tiennent le panneau, je leur dis, déplacez-vous, puis venez vous placer ici. Alors, ils s'en vont. Il me reste toujours le soleil dessiné. Je peux, là, si je veux, effacer le dessin. J'efface le dessin, mais les lutins, eux, restent là. J'en fais venir... Je demande à cette tortue-là de venir dessiner un nuage.
Je lui dis, déguise-toi en crayon, puis remplis-moi ça, puis va te cacher derrière le nuage. Donc, j'ai une tortue ici, puis j'en ai 4 ici. Maintenant, j'en fais venir 2 tortues, une déguisée en tortue, puis l'autre en parapluie. Je viens la placer ici, puis je lui dis, le parapluie, cache-toi. J'en ai 2 autres ici, puis 2 autres ici. J'ai 6 tortues ici, une là, puis 4 ici. Elle, je les fais bouger. Maintenant, je lance les 4 tortues vers elle. Puis j'ai un démon dans la machine qui dit, si les 4 tortues ici viennent frapper la tortue qui est cachée, le démon va agir. Il va placer toutes les autres tortues dans le champ au hasard, il va les déguiser en gouttes d'eau, puis il va faire apparaître des parapluies au-dessus des tortues. Alors, comme on a vu, là, l'avantage ou la richesse d'utiliser des lutins, c'est qu'on a 30 tortues. On peut leur donner des formes différentes, on peut leur faire vivre des rôles différents. On a même rajouté ici des démons à qui on délègue une tâche et puis qui fait sortir les parapluies au bon moment. Wow! Moi qui ai toujours été fascinée par l'animation. Imaginez-vous ce qu'un enfant peut ressentir quand il réussit à créer lui-même un dessin animé. Dis donc, Logo doit être un outil extraordinaire pour stimuler la créativité. Eh oui, parce que Logo permet d'explorer et de faire ses propres expériences. Et plus un enfant a d'occasion de faire des expériences enrichissantes, plus son intelligence risque de se développer. Exact, et à son propre rythme. En tout cas, on se rappelle toujours mieux ce qu'on découvre soi-même. Et surtout, ce dont on a besoin. Avec Logo, vous apprenez à dessiner un cercle quand vous en avez besoin pour faire une fleur. Et si plus tard, il vous faut encore un cercle pour dessiner un soleil, vous allez vous rappeler comment faire. Le besoin crée l'invention. Et l'expérience repose sur des erreurs. Oui, quand on travaille en Logo, même l'erreur est un moyen d'apprendre. Quand on sait en tirer profit. Voilà, comptez sur les enfants pour ça. Est-ce qu'on peut aider les enfants ou s'il est préférable de les laisser se débrouiller seuls avec Logo? Si on interrogeait les parents à ce sujet. Pour un parent, c'est facile d'aider ses enfants à travailler en Logo. Et ça n'a rien à voir avec l'informatique. D'abord, il faut savoir que Logo, ça ne s'enseigne pas et ça ne se montre pas. Logo, c'est plutôt quelque chose qu'on essaie et qu'on découvre. Alors, dans un tel contexte, le parent est là pour encourager son enfant, pour le stimuler. La troisième façon que je verrais pour un parent d'aider, c'est d'en faire puis d'aimer ça. C'est par l'exemple. L'enfant qui voit ses parents faire du traitement de texte, le jour où il y a un texte à faire, automatiquement, il en fait. Même chose pour le Logo, même chose pour toutes les autres choses. Alors, on voit bien que dans un tel contexte, le parent n'a pas besoin d'être spécialiste en informatique, ni même connaître Logo. Il peut l'apprendre avec l'enfant. Il peut même se le faire expliquer par l'enfant. Et c'est d'ailleurs une façon très stimulante pour l'enfant de chercher et de s'exprimer. Il ne faut pas donner une réponse. Même si vous connaissez comment solutionner le problème, il ne faut pas donner une réponse. Il faut toujours renvoyer une question. Le but de ça, c'est que si vous dites à l'enfant, voici la réponse, en fait, ce qu'il comprend, lui, c'est qu'il a cherché pendant une demi-heure pour rien. Il aurait dû vous le demander tout de suite. Alors, c'est pas ça que vous voulez faire. Vous voulez qu'il apprenne à réfléchir. Alors, s'il a fait plusieurs démarches, bien, vous essayez de l'aider à faire les dernières questions, les dernières démarches pour l'encourager à recommencer. La personne qui travaille en Logo, que ce soit un enfant ou un adulte, a souvent l'impression qu'il dialogue avec l'ordinateur. Mais il ne faut pas se méprendre. C'est avec sa propre pensée qu'il dialogue, parce que ce que l'ordinateur lui retourne, c'est la personne qui l'a mis dedans. Donc, on en arrive avec un outil très puissant, Logo, dans les mains de l'enfant, et on l'amène à réfléchir sur sa propre pensée. C'est un outil qui est très important pour le développement de l'intelligence. Chapeau, François. Vous m'avez appris que Logo allait bien plus loin que je ne pensais. Mais c'est encore par vous-même que vous en découvrirez vraiment tous les avantages. J'y compte bien. Vous savez que notre prochaine rencontre, Lise, est la dernière. Oh, malheureusement, oui. Comment est-ce que vous allez faire pour me raconter tous les autres secrets de la micro-informatique en une seule fois? Eh bien, nous ferons un grand tour d'horizon et nous interrogerons bien des gens. Sur quel sujet, François? Sur ce que l'avenir nous réserve. Ah, ça risque d'être intéressant, ça. Absolument. 32 bits, 128 K. Je laisse tomber ma plume, bip, l'écran s'allume. Je rentre la disquette, il avale d'une traite. Mon cerveau résonne, l'ordinateur besogne. C'est un mariage de raison. 32
128 cas. Affiche abécédaire des temps modernes. J'apprends l'informatique en suivant la tortue magique. Projet, liste, procédure, problème et solution. Bravo, langage logo. Je comprends ta logique, j'ai fait le déclic. Clic, 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 début, bip, 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 variable. Je te suis. 32 bits, début, 128 cas, arrêt. Début, 128 cas, arrêt. Je laisse tomber ma plume, bip, l'écran s'allume. Je rentre la disquette, il l'avale d'une traite. Mon cerveau résonne, l'ordinateur besogne. C'est un mariage de raison. 32 bits, début, 128 cas, arrêt. Affiche 128 cas variable. Bonjour François. Bonjour. Voulez-vous me dire où est-ce qu'est passé mon micro-ordinateur? Vous n'en aurez pas besoin aujourd'hui. Comment? Pas d'exercice? Non, parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière leçon et qu'il nous reste encore trop de choses à nous dire. Oh, c'est vrai que j'ai à vous parler, vous. J'ai appris des tas de choses avec vous, mais j'en ai discuté autour de moi et j'entends parfois un son de cloche un peu différent. Ah bon? Même que je suis un peu mêlée, je dois dire. Eh bien, c'est le moment ou jamais de se démêler. Commençons par une petite récapitulation. Dites donc, c'est vrai que nous avons vu beaucoup de matière. Et ce n'est pas fini. Vous avez maintenant une formation de base. Mais la micro-informatique évolue tellement vite, Lise, que vous devrez toujours apprendre, vous perfectionner, poursuivre les progrès. François, j'ai entendu dire que le langage BASIC était déjà périmé. Est-ce qu'il faut que je commence à apprendre un nouveau langage? Mais pas du tout. Le langage BASIC, Lise, est en pleine évolution. Il est loin de disparaître. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il change tout simplement. Écoutez.
C'est vrai qu'on a fait des reproches au BASIC. C'est vrai qu'on l'a surnommé le langage spaghetti. C'est vrai qu'il a failli à un certain moment se faire dépasser par d'autres langages. Mais le BASIC, à l'heure actuelle, se porte très bien parce qu'il a évolué. Il a suivi la mode, qui est au langage structuré. Les gens viennent de se rendre compte qu'il y a moyen d'écrire en BASIC de façon beaucoup plus structurée. Au début, on a abusé de l'instruction GoTo. On l'a utilisée pour se transporter d'une ligne à l'autre, et on s'est retrouvé avec des programmes difficiles à suivre. Des spaghettis. Mais GoTo doit servir essentiellement à faire des boucles. C'est GoSub qu'il faut employer en divisant un programme en blocs de sous-programmes et en l'appelant. Il a toujours existé l'instruction GoSub, mais on l'a surtout utilisée pour économiser de l'espace mémoire plutôt que pour faire des programmes structurés. À part ça, il n'y a pas seulement la façon d'utiliser le BASIC qui a changé. On a aussi créé un nouveau BASIC. Attendez, je vais vous montrer à quoi peut ressembler un programme en nouveau BASIC. C'est un programme que j'ai écrit pour jouer au bonhomme pendu. Je vais vous faire remarquer qu'il y a 285 lignes sans aucune instruction GoTo. Comment j'ai fait? J'ai créé des procédures. Regardez mon programme principal qui se trouve à la fin. C'est en fait une série de procédures que j'appelle initialisation de partie, affichage, obtenir lettre du joueur, traitement, rétroaction. Ce sont les noms de mes procédures. Avec le nouveau BASIC, on choisit nous-mêmes des noms de procédures significatifs. Obtenir lettre du joueur, par exemple, en dit bien plus long que GoSub 1890, tout en jouant le même rôle. Quand il arrive à cette ligne, le micro-ordinateur va chercher la procédure qui s'appelle obtenir lettre du joueur et l'exécute. Tenez, il y a quelque chose d'intéressant ici. La ligne 2110 rappelle la même procédure et nous permet de la réexécuter tant que la partie n'est pas finie. C'est la fonction de récursivité, c'est-à-dire le rappel d'une procédure à l'intérieur d'elle-même. Il y a une autre instruction spéciale dans le programme principal, Repeat Until. C'est une nouvelle façon de faire des répétitions. Nous en avons deux comme ça. Le premier Repeat permet de refaire une partie jusqu'à ce que le joueur réponde non. Tandis que le deuxième Repeat, remarquez comment les lignes se décalent automatiquement, sert à demander une lettre au joueur et à traiter jusqu'à ce que le nombre de lettres trouvées corresponde à la longueur du mot, c'est-à-dire jusqu'à ce que le joueur ait réussi ou jusqu'à ce qu'il soit pendu. Pas mal, hein? Et avez-vous vu les noms des variables? Lettres trouvées et longueur de mots sont des noms de variables. Drôlement plus significatif que A, signe de dollar, hein? En fait, avec le nouveau BASIC, tout est plus simple, plus clair, plus facile à suivre. Programmer, c'est un jeu d'enfant une fois qu'on connaît le langage. Est-ce que BASIC est le seul à évoluer? Non, il va bientôt nous arriver une nouvelle génération de langages inspirés des recherches sur l'intelligence artificielle. Et il s'appelle comment? Prolog, Lisp, mais pour l'instant, ils sont encore réservés aux professionnels. Donc, je garde mon BASIC. Et vous faites bien. Voyez-vous, Lise, utiliser un langage informatique, c'est un peu comme porter une vieille paire de jeans. Quand on se sent bien dans son vieux jean. Et on préfère souvent le repriser que d'en acheter un neuf. Voilà, c'est pour ça qu'on renouvelle le BASIC plutôt que de créer un langage complètement nouveau. En tout cas, votre nouveau BASIC me donne envie à moi de faire des programmes. Ben, ne vous gênez surtout pas. Si vous avez une idée, Lise, écrivez-la. Quel genre de programme pensez-vous que les gens vont écrire avec l'évolution des langages? Ceux que l'inspiration, l'imagination vont continuer de leur dicter. N'oubliez pas, Lise, que la programmation, c'est avant tout un travail de création. Il y a une quinzaine d'années, lorsque j'étais au cégep, je faisais de la programmation sur des plus gros ordinateurs et à ce moment-là, par goût, j'avais fait une série de programmes traitant d'astronomie. Dernièrement, avec les micro-ordinateurs un peu plus puissants, je les ai repris cette fois-ci en BASIC. Programmes traitant d'astronomie pour calculer la position des planètes, des étoiles, pour savoir à quelle heure se levait ou se couchait le Soleil et la Lune. Entre autres, sans vouloir compétitionner la NASA, j'ai fait aussi un programme de simulation de vol spatial de la Terre à la Lune. Par la suite, quand on a acquis un certain nombre de connaissances, on s'aperçoit parfois que certains problèmes pratiques, on aurait la solution sur l'ordinateur.
Alors, c'est comme ça qu'à un moment donné, je cherchais un logiciel pour développer l'oreille en musique, là, pour faire des intervalles, des accords, pour essayer de les reconnaître. Alors, je n'en ai pas trouvé à Montréal. Et puis, bien, il m'est venu l'idée que moi-même, je pourrais le faire, probablement. Alors, en essayant, j'ai vu que oui, j'avais tout ce qu'il faut et ça ne m'a pas pris de temps à le faire. Alors maintenant, bon, j'étais bien contente. Ça m'a pris moins de temps à le faire que ça m'aurait pris à le trouver, finalement. C'est facile. On dessine notre dessin sur une feuille de papier, là. Puis après ça, on met des points à la place où ce que... Ben, on met des points sur les coins qui sont le plus proches des lignes. Puis après ça, on met des petites flèches. Mais il ne faut jamais que les flèches aillent en diagonale. Si on veut faire des flèches qui vont en diagonale, on fait une flèche qui monte, puis après ça, une flèche qui va du sens qu'on veut. Bien, aussi, on peut le faire en descendant. Même si le BASIC est un langage qui n'est pas considéré comme, on peut dire, professionnel, celui-ci nous permet de faire autant de choses que tous les autres. Il suffit de laisser faire son imagination un peu pour ce qui est de la création. Le BASIC, même si c'est un langage qui est simple, est peut-être celui qui nous permet aussi, au premier abord, de prendre connaissance le plus rapidement d'un nouveau micro-ordinateur, de ses fonctions, de ses capacités, de ses manques. Et puis, le programme, tu l'as rentré toi-même à la main? Ah oui, mais j'ai modifié quelques lignes. Ah bon? Pourquoi faire? Ah, pour qu'il rentre dans l'ordinateur tout seul. Pour qu'il nous dise pas juste quoi faire. Et voici, je fais de la programmation, en fait, comme étant un loisir, comme étant un défi et surtout un loisir de créativité. Pour moi, construire un programme, c'est je me lance moi-même un défi à partir d'une idée que j'ai et à partir d'un langage que l'ordinateur comprend, quelques 100 mots, j'essaie de faire en sorte que l'idée que j'ai, je puisse la transmettre à l'ordinateur pour que celui-ci, en fait, par la programmation, réalise exactement ce que j'ai voulu faire. En soi, pour moi, programmer, c'est un loisir de créativité et un grand défi. En fait, si je comprends bien, François, vous prévoyez qu'on va avoir accès à des langages de programmation plus puissants, mais en même temps plus simples. Oui, et grâce au nouveau langage, les gens vont se concentrer davantage sur leurs idées. Ils vont être capables de les réaliser. La programmation va devenir une activité plus créatrice que technique. Bien, les appareils eux-mêmes, les micro-ordinateurs, est-ce qu'ils vont beaucoup changer? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Bon, offrir plus de puissance, par exemple, à un meilleur marché. Nous avons commencé avec des microprocesseurs de 8 bits. Puis nous sommes passés à 16 et nous avons maintenant des microprocesseurs de 32 bits. Qu'est-ce que ça représente en termes de puissance? Une mémoire vive, adressable plus grande. Donc, la possibilité de traiter plus de données. Et de le faire plus vite, je suppose. C'est ça. Les micro-ordinateurs sont de plus en plus petits, mais contiennent de plus en plus d'informations. Vous avez entendu parler de la superpuce? J'ai entendu parler des puces, oui. Oui, on est en train de mettre au point une superpuce. Une superpuce. Moi qui étais déjà impressionnée par les puces ordinaires. Vous avez raison, Lise. En informatique, le matériel évolue depuis le début à un rythme incroyable. Je n'ose même pas imaginer jusqu'où ça va aller. Il faut quand même pas oublier que si nous pouvons profiter des progrès du matériel, c'est grâce à une autre révolution tout aussi importante. Celle des logiciels. Exactement. Combien de personnes auraient aujourd'hui accès aux avantages d'un micro-ordinateur si elles avaient été obligées de suivre des cours de programmation pendant 3 ans? Oui. D'ailleurs, très peu de gens seraient capables de programmer eux-mêmes un logiciel de traitement de texte ou un chiffrier électronique. Tandis que maintenant, le marché foisonne de logiciels prêts à utiliser. De plus en plus perfectionnés et de moins en moins coûteux. Sans oublier qu'ils sont aussi de plus en plus faciles à utiliser. Parce qu'à mesure que les contraintes du matériel diminuent et qu'on développe de nouvelles générations de microprocesseurs, on développe aussi de nouvelles générations de logiciels. C'est quoi la nouvelle tendance des logiciels? La convivialité. Une convivialité. Eh oui. C'est un nouveau mot. Un nouveau mot et une nouvelle philosophie dont on parle beaucoup à l'heure actuelle.
convivialité, c'est ce qui est en train de démocratiser la micro-informatique, ce qui la met à la portée de tout le monde. On dit qu'un logiciel est convivial quand toute sa plomberie interne est transparente, invisible, quand la personne qui l'utilise n'a pas à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Les anglophones emploient un mot plus sympathique qui explique beaucoup mieux la convivialité. User-friendly. Ça suggère une relation plus agréable entre l'utilisateur et le micro-ordinateur. Des commandes et des codes simples, pas trop nombreux, qui facilitent vraiment le travail au lieu de le compliquer, qui permet à l'utilisateur de se concentrer sur ce qu'il a à faire lui, plutôt que sur le fonctionnement du logiciel. Une des premières manifestations de la convivialité a été l'interactivité, c'est-à-dire la méthode des questions et réponses, qui permet à l'utilisateur d'exprimer clairement ses choix, en répondant simplement à des questions affichées à l'écran. Ensuite, la convivialité a pris la forme de menus. En fournissant une liste de toutes les fonctions qu'il est capable d'effectuer, le logiciel demande à l'utilisateur d'indiquer ce qu'il veut faire en appuyant généralement sur une seule touche. Le principe du menu a lui-même été amélioré par l'apparition des pictogrammes, qui sont utilisés avec l'écran tactile ou la souris. C'est une trouvaille qui simplifie encore plus la vie de l'utilisateur et qui a amené des nouveaux logiciels comme ceux qui permettent, par exemple, de dessiner directement sur l'écran. Finalement, en voulant encore améliorer la convivialité des logiciels, on est arrivé au concept des fenêtres. Les logiciels traditionnels affichent une seule fenêtre à la fois, l'écran. Mais maintenant, certains logiciels peuvent diviser l'écran en plusieurs fenêtres pour afficher plusieurs fichiers en même temps, ce qui simplifie beaucoup le travail de l'utilisateur et lui fait trouver son logiciel encore plus sympathique. Dites donc, François, j'ai l'impression que bientôt, utiliser un micro-ordinateur, ce ne sera pas plus compliqué que de se servir du téléphone. Vous savez, Lise, il n'y a pas que la façon d'utiliser les logiciels qui change. Les fonctions offertes changent aussi. Elles s'appliquent à de plus en plus de domaines, vous voulez dire? Mieux que ça. Jusqu'à récemment, les logiciels étaient assez cloisonnés. Pour utiliser 2 logiciels, il fallait les charger un après l'autre. Et il était difficile, souvent impossible même, d'intégrer des fichiers produits par des logiciels d'application différents. Comme incorporer un tableau fait avec un chiffrier électronique dans un document préparé avec un logiciel de traitement de texte. Mais il me semblait que... Attendez. Par la suite, on a créé des familles de logiciels possédant la même structure. C'est là qu'on a été capable de fusionner des fichiers provenant de logiciels différents, mais appartenant à la même famille. Mais vous m'aviez dit que certains logiciels, comme les chiffriers électroniques, offraient aussi des fonctions de traitement de texte et vice-versa. J'y arrive. Peu à peu, les logiciels ont commencé à élargir l'éventail de leurs fonctions, ce qui nous a menés au logiciel intégré. Intégré à quoi? Un logiciel intégré est un logiciel où on a intégré, dans un même programme, toutes les fonctions des autres logiciels. Traitement de texte, gestion de fichiers, chiffrier électronique? Et même le graphisme et la communication. Vous voulez dire que je pourrais trouver dans un seul logiciel toutes les fonctions que nous avons vues dans OctoLogiciel? Exactement. Pouvez-vous imaginer tous les avantages que cela comporte? Les logiciels intégrés ont fait leur apparition en 1982. Suite à de nombreux sondages sur les logiciels utilisés à ce moment-là, les consommateurs ont fait la demande de logiciels beaucoup plus puissants et de logiciels un peu plus complets. Alors, ce fut un succès instantané. On avait maintenant la possibilité d'utiliser qu'une seule disquette et avoir la possibilité d'avoir 5-6 logiciels ou programmes intégrés à cette disquette. Normalement, un logiciel intégré comprend entre 3 et 6 programmes. On peut retrouver du traitement de texte, on peut retrouver une base de données, on pourrait retrouver un chiffrier électronique, on pourrait trouver un logiciel de communication. L'avantage de ces logiciels intégrés, c'est de pouvoir transporter de l'information d'un logiciel à un autre. Donc, au niveau de la manipulation disquette, aucune manipulation. Et au niveau des commandes, on n'a besoin qu'apprendre que les commandes d'un programme et les autres programmes utiliseront la plupart du temps les mêmes commandes. Donc, facilité d'apprentissage et facilité d'utilisation deviennent des éléments très importants.
Dis donc, François, tous ces progrès vont finir par vraiment modifier notre façon de travailler. Pas seulement notre travail, mais aussi nos loisirs et nos activités domestiques. En fait, ils vont influencer toutes nos tâches quotidiennes. Mais ça ne vous fait pas peur, vous? Non, au contraire. La micro-informatique va nous permettre d'aller plus loin. À la condition qu'on l'accepte, qu'on l'adopte. Bon, prenez l'exemple de la personne qui écrit maintenant avec un système de traitement de texte. Elle n'aborde plus son travail de la même façon, parce qu'elle peut ajouter de nouvelles idées à volonté, en enlever, faire des essais, des expériences et... Ce qui est agréable avec un appareil semblable, je prends l'exemple de l'autobus, je voyais une dame qui travaillait pas loin de moi, qui avait un crayon puis une tablette à écrire. Et ça vibre beaucoup dans un autobus, de sorte que c'est difficile, alors que moi, je pouvais m'en aller avec ça. Puis ce qui va être plaisant, c'est que même que j'arrive chez moi ce soir, je vais pouvoir brancher mon ordinateur directement à une imprimante et tout de suite avoir un texte propre. Tandis que si je pense à l'autre madame de l'autobus, elle a un manuscrit, elle a un brouillon qu'elle va être probablement obligée de reprendre, de dactylographier. S'il y a des erreurs ou des idées qu'elle va changer, elle va être obligée de redactylographier à nouveau le texte. Finalement, ça devient un outil assez simple. C'est tout simplement, finalement, une tablette à écrire et un stylo. Un peu plus sophistiqué, sans doute, mais c'est à peu près la même chose. Que tu traînes dans ta valise, que tu amènes où tu veux, puis où tu peux prendre des notes. Très, très facile d'accès. À l'intérieur de quelques secondes, tu es tout de suite là, sur une page de texte, puis tu peux travailler. Ce n'est quand même pas tout le monde qui écrit avec ou sans logiciel de traitement de texte. Non, je vous le concède. Mais une chose à laquelle personne ne peut échapper est le besoin de s'informer. Lise, pouvez-vous passer une journée sans chercher une information? Pas vraiment, non. Bon. Ne serait-ce que la météo, un numéro de téléphone ou l'horaire d'un cinéma. Bon, alors nous avons tous les jours besoin d'informations de toutes sortes pour prendre des décisions. Et ce que la micro-informatique nous apporte de plus utile à l'heure actuelle, c'est... L'accès à l'information. Exactement, Lise. L'accès aux données qu'on organise nous-mêmes avec des logiciels de gestion de fichiers ou des chiffriers électroniques. Sans parler des banques de données qu'on peut interroger à distance grâce au réseau et à la télématique. Voilà. Et la télématique, Lise, est en train de s'infiltrer partout. Télidon est un protocole qui permet de construire des images élément par élément d'une façon très simple en définissant simplement les contours de l'image et puis les couleurs. Dans l'avenir, il y a une autre gamme d'applications communicationnelles qui seront très importantes pour le propriétaire d'un micro. Ceux-ci sont, par exemple, le téléapprovisionnement, la télébanque, les systèmes de télésécurité, les capacités de télétravail et finalement les capacités de téléinformation ou plus précisément les capacités qui permettent à l'utilisateur d'avoir un accès à une banque de données. Par exemple, à l'heure actuelle, on est en train de rendre la télématique accessible au grand public ou les banques de données accessibles au grand public par le vidéotexte parce que le clavier permet l'usage direct de l'usager. On a un exemple avec Air Canada qui est en train de mettre sa billetterie au service de l'usager de cette façon-là. Il faut aussi parler des micro-ordinateurs vraiment portatifs, Lise. Ceux qu'on peut transporter dans une mallette. Oui, parce que leur apparition a rendu l'information encore plus accessible. Sans compter qu'ils nous permettent de travailler pratiquement n'importe où. Et c'est avec ce genre d'appareil qu'on va briser petit à petit la démarcation entre nos activités professionnelles et nos activités domestiques. Savez-vous à quoi j'ai hâte, moi? Au télétravail. On raconte de plus en plus que les gens vont travailler à la maison sur un micro-ordinateur et envoyer leur travail au bureau par modem. J'aimerais ça, moi. Certainement. On ne sera plus obligé d'être présent à heure fixe dans un lieu fixe parce qu'on aura accès à toutes les ressources nécessaires de la maison ou d'ailleurs. Je serais tellement heureuse de pouvoir faire la plus grande partie de mon travail chez moi. Eh bien, rassurez-vous, Lise, ça va venir. Parce que vous n'êtes pas la seule à vouloir choisir où et quand vous travaillez. J'utilise le micro-ordinateur autant à la maison, dans mes loisirs qu'au travail.
pour des fonctions différentes, c'est sûr. Quand je suis au travail, si je suis dans des groupes de travail pour rédiger des textes pédagogiques ou dans mon bureau personnel pour écrire des lettres, quoi que ce soit, j'ai toujours ça à la portée de la main. Je peux le transporter n'importe où, dans n'importe quelle salle de réunion. Bon, il y a parfois des gens qui disent que, parce qu'ils me voient me promener avec ça, que je dois être un maniaque de l'informatique, un mordu de l'informatique. Bon, j'entends toutes sortes de grandes idées que ça peut former des automates, des robots, etc. Je n'ai vraiment absolument pas l'impression de ça. Les gens, je sais pas, utilisent un grille-pain à tous les matins. Ils ne sont pas nécessairement des mordus du grille-pain. Les gens utilisent un stylo, puis c'est pas des mordus ou des fanatiques du stylo. C'est un outil comme un autre. Une fois qu'on a utilisé ça quelques mois, ça devient, je dirais, assez banal. Je commence à vous croire, François. Le micro-ordinateur est en train de modifier non seulement nos habitudes de travail, mais aussi notre façon d'agir, de nous organiser. Même de penser et de créer. Il est évident que la micro-informatique va influencer notre culture, mais jusqu'où? Eh bien ça dépend de nous. De tout temps, les gens, l'homme a toujours eu une certaine appréhension des nouvelles technologies. L'informatique, c'est un nouvel outil qui doit être maîtrisé, mais c'est un outil où justement l'ordinateur est utilisé pour faire ce qu'il fait de bien, c'est-à-dire faire des calculs répétitifs, par exemple, ou faire des actions répétitives. La personne créative à l'intérieur, c'est définitivement l'usager. C'est lui qui détermine ce qu'il veut faire, c'est lui qui pilote ce qu'il veut faire, c'est lui qui définit ce qu'il veut faire. Ce n'est pas l'ordinateur. L'ordinateur fera beaucoup plus rapidement ce que lui devrait faire à la main, par exemple, ou d'une quelconque façon, mais la personne est l'être humain est l'élément clé là-dedans. L'ordinateur est un outil et ce n'est pas lui qui dirige, ce n'est pas Big Brother qui dirige tout, c'est vraiment la personne qui décide ce qu'elle veut faire, qui s'oriente, qui s'éduque, qui maîtrise cet outil de la même façon qu'on a maîtrisé à faire la bicyclette, par exemple. C'est nous, Lise, qui aurons à décider si nous voulons maîtriser le changement ou le subir. Si les outils sont là, autant s'en servir. Oui, on dit qu'une nouvelle technologie s'implante en 3 étapes. D'abord, on l'adapte à des activités peu menaçantes. Par exemple, les jeux des enfants. Quand c'est amusant, en plus d'être nouveau, ça s'accepte plus facilement. Voilà. Ensuite, on l'intègre à des activités quotidiennes comme les robots ménagers. Qui ont tous des microprocesseurs. Finalement, on s'adapte à la nouvelle technologie pour découvrir ce qu'elle a d'original et faire des choses qu'on ne pouvait pas réaliser avant. Et c'est là que le vrai progrès commence. Et il va nous mener où, le progrès, grand Manitou? Il est certain que l'avenir nous réserve encore bien des surprises. Mais il faut arrêter de rêver. La nouvelle technologie, elle existe déjà. Elle est là, bien installée. Ce sont des gens comme vous et moi, Lise, qui l'avons entre les mains. Dites donc, en même temps, c'est toute une responsabilité. Eh oui, et tout un défi. Vous sentez-vous prête à relever le défi, Lise? François, qu'est-ce que vous pensez que je fais ici depuis toutes ces semaines? Je suis une femme de défi, une femme de changement. Et si tout le monde a la chance d'avoir un professeur comme vous, je ne sais pas ce que j'aurai comme résultat comme élève d'octogiciel, mais comme professeur, François, je vous donne 100%. Merci, Lise. Je vous fais confiance pour l'examen. 32 bits, 128 cartes. Je laisse tomber ma plume, bip, l'écran s'allume. Je rentre la disquette, il avale d'une traite. Mon cerveau résonne, l'ordinateur besogne. C'est un mariage de raison. 32 bits, arrêt, 128 cartes. Affiche abécédaire des temps modernes. J'apprends l'informatique en suivant la tortue magique. Projet, liste, procédure, problème et solution. Bravo, langage logo. Je comprends ta logique, j'ai fait le déclic. Clic, clic, clic.